Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence en ligne de l'Institut du cerveau. Nous avons plaisir de vous retrouver dans un contexte très particulier, comme vous le savez, contexte de la Covid-19, qui nous oblige aujourd'hui à faire une conférence à distance et non pas en présence ici dans l'auditorium de l'Institut du cerveau. Il est vrai que le contexte dans les semaines à venir nous obligera aussi à poursuivre sur mon sens, puisque nous souhaitons vous tenir informés des avancées scientifiques, des avancées qui sont réalisées grâce à votre soutien. Et encore une fois, nous vous remercions de votre implication à nos côtés. Aujourd'hui, nous allons donc, à la veille de la journée mondiale d'Alzheimer, parler des travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Vous aurez 3 chercheurs qui vont intervenir. Le premier, Stanley Durleman. La seconde chercheuse, ce sera Lara Migliaccio. Et le troisième chercheur, c'est Philippe Ravassar, qui tous trois vous présenteront l'évolution ou l'état d'avancée des travaux de recherche sur lesquels ils sont impliqués avec leurs équipes. À l'issue de chacune de ces interventions, nous aurons une séance de questions-réponses. Et je profite de ce point pour remercier l'ensemble des donateurs et des personnes qui nous ont adressé leurs questions, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir animer ce deuxième temps à l'issue des interventions des différents chercheurs. Et malheureusement, nous n'aurons pas forcément la possibilité de poser toutes les questions puisqu'elles ont été très nombreuses. Et donc, nous vous proposons de pouvoir retrouver sur le site de l'Institut du cerveau des informations peut-être plus complètes encore sur les travaux réalisés sur la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite une très bonne conférence. À plus tard. Alors bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Lara Migliaccio, je suis neurologue de formation et chercheur ici à l'ICM, et je m'intéresse surtout aux maladies neurodégénératives du sujet jeune, en particulier la maladie d'Alzheimer et tout autre syndrome apparenté. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager, même dans des conditions assez particulières avec vous, mes pensées autour de la maladie d'Alzheimer cette année aussi, comme on l'avait déjà fait l'année dernière en présentiel. Juste quelques petits mots. Le 2020 a été et reste pour plusieurs d'entre nous en fait une année assez complexe, dure, si vous voulez, pour certains d'entre nous même horrible. Et nous sommes en train de faire face à cette pandémie qui est complètement inattendue et qui a été une dure épreuve pour l'humanité, surtout pour ceux que je considère les sujets vulnérables. Et quand je pense aux sujets vulnérables, je pense forcément aux malades de démence, aux malades de maladie d'Alzheimer, à l'entourage, aux proches, à les familles. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre à ma présentation d'aujourd'hui, c'est Alzheimer 2020-2020, pour exorciser la peur et vous dire qu'il y a aussi du bon dans cette année. Du coup, je me suis demandé, quand j'ai commencé à préparer cette intervention, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour dépister, étudier et soigner la maladie en 2020. Le parcours vers le diagnostic aujourd'hui, en 2020, pour n'importe quelle démence, et en particulier pour la maladie d'Alzheimer, est un parcours assez standardisé. Dès qu'il y a l'apparition des symptômes, et sur les symptômes on va revenir tout de suite, on va tout de suite voir le médecin généraliste, et pas directement le neurologue. En fait, le médecin généraliste, c'est la personne qui vous connaît mieux. C'est celui-là qui connaît toutes vos autres maladies, qui connaît votre famille, qui connaît votre entourage, et qui est la personne qui peut mieux placer en fait les symptômes dans votre histoire personnelle. C'est le médecin généraliste qui, une fois qui s'est interrogé en fait sur la qualité des symptômes évidemment cognitifs, va vous envoyer vers soit un neurologue de ville, soit un neurologue au sein d'un hôpital. Et normalement, le neurologue de ville ou le neurologue au sein de l'hôpital sont soit déjà dans un centre mémoire ou un centre expert ou en lien direct. Désormais, tous les neurologues qui s'occupent de la cognition du comportement ont un lien en fait assez étroit avec les structures expertes qui visent en fait à vous donner un diagnostic à l'aide d'examens complémentaires. La question qui se pose en fait, à chaque fois, c'est toujours la question qui revient, en fait, quels sont les symptômes qui doivent m'alerter? Et comment en fait le médecin généraliste d'un côté et le neurologue de l'autre côté sont capables de me dire que oui, j'ai une maladie qui touche la cognition, j'ai un vieillissement qui n'est pas normal, oui, je dois aller consulter, et comment en fait ces gens-là sont capables de construire mon histoire de maladie.
on a parlé du coup de l'apparition des symptômes. Et je vous ai dit qu'en fait, il y a tout un éventail assez large de problématiques qui se posent. Avant tout, les troubles de la mémoire. C'est évident que quand on parle de maladie d'Alzheimer, tout le monde pense aux troubles de la mémoire, et ça c'est vrai, parce que tous les patients, n'importe à quel âge, quand ils présentent une maladie d'Alzheimer, très souvent présentent des troubles de la mémoire. En fait, ces difficultés de mémoire sont très spécifiques, surtout de la maladie d'Alzheimer classique, ça veut dire celle qui touche le sujet âgé, parce que par contre, comme je vous avais déjà raconté dans mon intervention de l'année dernière, il y a toute une série d'autres symptômes d'ouverture, tels que les troubles à parler, les difficultés à parler, des difficultés par exemple à reconnaître les visages ou à reconnaître des objets, ce qu'on appelle les troubles visuels, troubles du comportement, qui sont des symptômes d'ouverture qui sont beaucoup plus typiques chez les sujets plus jeunes. Ça veut dire chez ces sujets-là qui ont un début des symptômes avant l'âge des 65 ans. En fait, on pourrait dire que la maladie d'Alzheimer, elle se présente avec des troubles de la mémoire avant tout, mais que autres difficultés cognitives qui ne sont pas expliquées par des autres causes sont aussi possibles, surtout quand le sujet il est très jeune. Une autre question qui revient très, très souvent, c'est la coexistence de symptômes comme l'anxiété et la dépression. L'anxiété et la dépression aujourd'hui ne sont pas liées à la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que très souvent, les trois choses, elles coexistent. En tant que sujet malade, surtout au début de mes symptômes, je peux justement me déprimer ou expérimenter une certaine angoisse tout simplement parce que je prends conscience des troubles qui me touchent. De l'autre côté, il y a un symptôme que je vais vous expliquer, mais avant je vous donne son nom, elle s'appelle anosognosie. C'est un terme en fait qui vient du grec et qui veut dire pas conscience de sa propre maladie. En fait, l'anosognosie, c'est cette incapacité de reconnaître les troubles cognitifs, du comportement ou les retombées sur la vie de tous les jours, et du coup de ne pas être capable d'apprécier la gravité de ces troubles. Et nous, en fait, en tant que neurologues spécialistes de la cognition, on s'est aperçu de ça quand, par exemple, on a une divergence entre l'histoire racontée par le patient et l'histoire racontée par l'entourage. En fait, il s'agit surtout d'une incapacité d'introspection et d'une perte de conscience vis-à-vis de ses propres troubles. Et ça, c'est expérimenté très souvent chez les patients. Et c'est très souvent en fait l'entourage, le médecin traitant, par exemple un proche, qui sollicite la consultation et pas le patient. En fait, cet élément qu'on appelle anosognosie, du coup avec un mot, si vous voulez, assez cryptique, c'est un élément qui, dans la pratique clinique, est considéré comme un symptôme à égalité des autres. Un sujet qui vient avec des troubles de la mémoire reportés par l'entourage, avec une retombée sur la vie de tous les jours. Docteur, mon mari l'oublie systématiquement où il place ses clés. Il a oublié l'eau du robinet ouvert, il a oublié le feu allumé, il a oublié où il a garé sa voiture. Là où le patient il est, disons, convergent avec l'entourage, on aura une histoire qui correspond plus ou moins à ça. Oui, docteur, c'est vrai en fait. Je m'inquiète, j'ai du mal à mémoriser les infos. Si je suis quelque chose à la télé, je suis incapable après de le raconter. Autre chose, c'est quand le patient dit rien de tout ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi je suis là, et en fait c'est mon épouse qui insiste pour consulter. Eh bien cet élément, il est tellement récurrent que des amis et collègues chercheurs qui travaillent ici sur le site et à l'ICM, ils ont utilisé cette anosognosie comme un marqueur même dans les sujets, dans les phases précliniques de la maladie. Là, on ne peut pas parler vraiment d'anosognosie parce que la plante est une plante minimale, si vous voulez. Ils ont utilisé la définition anglo-saxonne de faible, disons, conscience cognitive de la maladie. Et en fait, cette anosognosie, du coup, cette inconscience de déficit qui débute, est-elle considérée aussi chez les sujets en phase préclinique comme un facteur prédictif négatif? Ça veut dire que très souvent, les sujets qui n'ont pas de plante, mais qui ont des déficits minimaux, sont bien des sujets qui vont développer très probablement une maladie d'Alzheimer après. Encore une fois, c'est la divergence entre l'histoire racontée par le patient et l'histoire racontée par l'entourage qui compte. Dans le processus diagnostique,
en fait, on se repose sur des examens. Du coup, une fois que l'histoire a été étoffée à l'aide du patient, évidemment, à l'aide de l'entourage, avec les compétences des médecins qui sont impliqués, le parcours standardisé que j'ai mentionné au début, en fait, il se repose sur toute une série d'éléments qui sont des classiques en fait, de la neuropsychologie du vieillissement. Ça veut dire qu'on teste le sujet au niveau de la cognition. Du coup, il y a des batteries de tests standardisés pour évaluer la mémoire, le langage, les capacités visuelles, les capacités à réaliser des gestes. Il y a des batteries qui évaluent le comportement. On évalue aussi le moral, justement pour l'anxiété et la dépression que je vous ai mentionné tout à l'heure. On a aussi des batteries pour évaluer le quotidien du patient. Ça veut dire que si les déficits reportés par le patient et par l'entourage ont quand même eu retombé en fait sur le quotidien du patient. Puis, on a l'entretien avec les dents. En fait, les dents est fondamental pour le processus diagnostique. Il est fondamental pour la prise en charge du patient. Il est fondamental pour tout ce qui concerne en fait la maladie. Et ça, en fait, on a pu particulièrement le voir, par exemple, pendant la pandémie et pendant le confinement. Tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui justement se retrouvent dans le rôle de l'aidant savent bien de ce dont je suis en train de parler. Le gold standard pour le diagnostic biologique reste la ponction lombaire, à la recherche des biomarqueurs pour maladie d'Alzheimer, que je vous rappelle, ce sont le peptide amyloïde et les protéines pathologiques Tau. Ça reste en fait la preuve biologique de ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Ça veut dire que je peux avoir des symptômes qui sont confirmés par mon entourage, mais si ma ponction lombaire ne montre pas de marqueurs positifs pour maladie d'Alzheimer, il faut se tourner vers des autres syndromes apparentés. On a de l'imagerie, à la fois structurelle avec une résonance magnétique et à la fois fonctionnelle avec de la tomographie émission de positons qui utilise surtout le glucose. Et on a aussi les facteurs de risque génétique que nous, on teste de plus en plus. Et parmi tous, je cite l'ApoE4, qui est reconnu être le facteur de risque le plus connu. Là, on teste de plus en plus des patients pour cette APE, parce qu'on a vu qu'il y a des trends dans les familles liées à, disons, à la variante entre guillemets méchante de l'APE. Mais c'est vrai aussi que si je suis un sujet sain et je suis en train de vieillir et je me questionne sur la maladie d'Alzheimer et je voudrais me faire tester pour l'APE, ça a moins de sens parce qu'en fait, il n'y a pas une correspondance 100%. Pas tous les sujets qui ont un APE epsilon 4 développent systématiquement une maladie d'Alzheimer. Tous ces éléments, en fait, que nous, on met ensemble vraiment au début de l'histoire. Là, c'est le patient, on le voit à la première visite, il passe des examens en hôpital du jour ou dans 2-3 jours d'hospitalisation dans une salle classique de neurologie. Tous ces éléments, en fait, ont un valeur très important pour le neurologue, le neuropsychologue et tout le personnel qui s'occupe de ces patients-là. Parce que c'est sur la base de ces premières impressions, si on peut les appeler comme ça, qui se basent nos prédictions dans le temps. D'ailleurs, vous allez voir, vous allez aussi écouter en fait l'étude qui est menée par un de mes collègues ici à l'ICM, Stanley Durman, qui en fait mène un projet de prédiction de l'état cognitif à distance de la première visite. Ici, je vous montre des très belles images. Ce sont des images en fait d'une acquisition simultanée TEP-IRM. Ça veut dire qu'ici, sur la PT, on a la chance d'avoir une machine qui fait des acquisitions en même temps de la structure et de la fonction. Avant, on était obligé en fait à faire 2 examens séparés parce qu'il s'agissait d'une IRM d'un côté et d'un TEP scanner de l'autre côté. Là, on a la chance de pouvoir obtenir en temps réel en fait ces images qui sont très parlantes. Alors, évidemment, je vous guide en fait un peu sur ce qu'il faut apprécier dans ces images. Avant tout, au niveau de la structure, on apprécie qu'il y a des régions du cerveau qui sont par exemple, disons, moins compactes par rapport au reste. Et ça, c'est surtout une évaluation que nous faisons avec les neuroradiologues sur la structure. Mais après, nous sommes aussi capables d'évaluer la consommation de glucose. En fait, ici, tout ce que vous voyez coloré dans une échelle de jaune et rouge, c'est les parties du cerveau qui fonctionnent bien. Par contre, toutes les parties qui fonctionnent, disons, moins bien, sont celles qui apparaissent en fait moins colorées, si vous voulez, qui restent en vert.
sont les parties qui fonctionnent moins bien et qui du coup consomment moins de glucose. En fait, dans cette image, je suis en train de vous montrer une TPRM classique d'un patient avec une maladie d'Alzheimer, dans ce cas-là à début précoce, mais ça ne change pas aussi pour les sujets plus âgés, où en fait vous remarquez comme il y a des régions du cerveau qui marchent très bien et des autres, probablement liées à toutes les fonctions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Dans le cas spécifique, c'était une patiente avec beaucoup de troubles de mémoire, qui marchent moins bien, qui sont atrophiques, ça veut dire réduits en volume en IRM, et qui consomment moins de glucose, ce qu'on appelle l'hypométabolisme. Je fais juste un petit pas en arrière sur le rôle de l'aidant, parce qu'on a vu comment en fait, comme il se place vis-à-vis de l'apparition des symptômes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des patients qui viennent sans aucune plainte, et c'est justement l'entourage, et très souvent l'aidant, ce qu'on appelle l'aidant, caregiver en anglais, qui sollicite la visite. On a vu son rôle en fait dans la reconstruction de l'histoire. Du coup, c'est pas juste dire il a ou pas des troubles de mémoire, mais depuis combien de temps il est comme ça, depuis combien de temps il a changé de caractère, depuis combien de temps il a des difficultés à trouver ses mots. Eh bien, pour souligner l'importance de l'aidant, je souhaite partager avec vous cette expérience que je considère exemplaire avec une de mes patientes que j'ai eue en visioconsultation pendant le confinement. En fait, on a rédigé avec une étudiante un article un peu sur notre expérience avec les patients et les aidants en 2020. Je voudrais juste vous raconter un peu ce qui se passait avec cette patiente, mais qui a été en fait le cas pour énormément d'autres situations que j'ai vécues. Je l'appelle, on est en visioconférence, je lui dis comment vous vous sentez aujourd'hui. Elle me dit très bien, merci. Et moi je dis je ne fais pas mention en fait ni du confinement ni du coronavirus. Je lui dis mais vous n'êtes pas dérangé par la situation courante, par le fait que par exemple vous ne pouvez pas sortir. Et là, elle me dit quelle situation, je ne comprends pas. Et moi je dis vous n'avez pas entendu parler du coronavirus? On était en fait en pleine pandémie, en plein confinement, et la plupart de mes patients avec un syndrome amnestique lié à une maladie d'Alzheimer n'étaient pas du tout capables de me dire qu'est-ce que se passait, qu'est-ce que c'est un coronavirus. Chez certains, on évoquait en fait comme un souvenir de quelque chose qui tout de suite allait, je dirais, presque évaporer. Et après, la chose qui m'avait touchée, c'était qu'elle continuait à me dire aujourd'hui je ne comprends pas, je ne sais pas, peut-être c'est la vidéo, je ne comprends pas, docteur. Et enfin elle me disait je ne sais pas, je laisse mon mari s'en occuper, moi je ne m'en occupe pas, en gros ça ne m'intéresse pas. Et ça c'est juste pour rebondir sur le rôle de l'aidant et sur sa place déjà dans un temps normal face à la maladie et avec les malades, mais surtout dans des temps où, en fait, on délègue beaucoup parce que là, il nous oblige pour des raisons sanitaires évidemment logiques à avoir moins d'interaction. Le rôle de l'aidant, il dépasse complètement celui-là qu'il avait avant. Et du coup, la question récurrente est, après tout ce que je vous ai dit, c'est pas drôle, c'est pas sympa, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce 2020 ? La question est, y a-t-il une façon de prévenir la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'était juste à la fin du mois de juillet que la commission d'un journal considéré une société savante qui est le Lancet a listé et identifié, après avoir traité un nombre très élevé en fait, d'articles, de recherches publiées sur le sujet, il a listé les 12 comportements qu'on peut modifier pour retarder ou ne pas tomber malade jusqu'à 40%. En fait, moi, j'ai dans ma vie le 40% de possibilités, soit de retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer, soit de ne pas la rattraper. Et là, vous les voyez listés. J'ai mis en gros au début l'isolement social, parce que ça me semble un problème réel, surtout dans les sociétés modernes. Mais il y a aussi l'inactivité physique, que je couplerai à l'inactivité mentale, qui est très liée avec l'isolement social. Le manque de stimulation cognitive pendant l'enfance, la perte d'audition avec le vieillissement, les traumatismes crâniens à tout âge,
les facteurs de risque vasculaire, hypertension, obésité, diabète, le tabac, dépression, pollution, alcool. Ah bon, je les liste tous. Mais la chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que ce que la Commission elle dit dans cet article, ils disent sois ambitieux, n'est jamais tard. Commencez de l'activité physique même si vous avez 60 ans. Ce n'est pas important que vous ne l'avez pas fait avant, mais commencez. Et du coup, dans la prévention de cette maladie, il y a des choses sur lesquelles on peut se plonger à tout âge. Évidemment, si je n'étais pas trop stimulée pendant l'enfance, je ne peux pas aller en arrière et, disons, remplir le gap. Mais j'ai la possibilité, entre guillemets, de m'éduquer, même si je suis un sujet, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je peux m'impliquer, je peux lire, je peux participer, je peux aller au cinéma, je peux aller faire, je peux me cultiver en fait. Et afin de mettre en lien les facteurs de risque et le profil des patients, du coup ces facteurs de risque dont je vous ai parlé, en fait à l'ICEM on mène un projet que j'ai appelé PETAL 2020, et qui vise en fait à modéliser la vulnérabilité et la résilience dans les malades d'Alzheimer, surtout à début précoce, et surtout chez des sous-formes focales dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Et alors, cette étude, en fait, il utilise deux choses qui sont très modernes. D'un côté, le tracer tau, ça veut dire en fait un tracer qui cible les dépôts de protéines tau, et de l'autre côté, cette machine hybride de TPRM dont je vous ai déjà parlé. En fait, nous, on va étudier le patient sur tous les points de vue en termes d'imagerie, mais surtout, on va les étudier pour explorer leurs réserves cognitives et du coup, le lien avec les facteurs de risque que je vous ai mentionnés tout à l'heure, ainsi que par leurs troubles du neurodéveloppement. Enfin, le but, c'est, dans cette étude, en fait, de comparer les patients qui évoluent très vite, que j'appelle les vulnérables, versus ceux qui évoluent plus doucement, que j'appelle les résilients, à l'aide de cette double acquisition TPRM. Mais la chose plus importante, c'est que ces infos qui sont relatives au cerveau, et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je les explore à 360 degrés, vont être croisées avec les caractéristiques individuelles qui font référence aussi aux fameux facteurs de risque que je vous ai listés tout à l'heure. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a à dire sur les traitements? J'ai bien aimé, j'ai trouvé cette métaphore de la cible assez intéressante, parce que pour ceux qui on a tous joué à ça, en fait, je crois, dans la vie, et on vise toujours le centre, ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, on vise toujours le centre, et le centre, pour moi, c'est les traitements anti-amyloïdes et anti-tau. Mais on ne gagne pas en faisant toujours centre. On gagne parce qu'il y a pas mal de points qui sont dispersés autour du centre. Et du coup, nous avons en fait bien d'autres pistes qui sont si prometteuses, comme par exemple la possibilité de moduler les neurotransmetteurs, moduler l'inflammation qui joue un rôle très important dans la cascade de la maladie, agir sur la parodontite. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont découvert que dans le cerveau des patients malades d'Alzheimer, il y a des protéines toxiques qui en fait dérivent des bactéries pathogènes bucco-dentaires. Et en fait, les nouvelles pistes par rapport à la parodontite, en fait, c'est utiliser des inhibiteurs de ces protéines. Et il y a aussi, évidemment, comme autre piste, la correction de tout facteur de risque vasculaire et évidemment le style de vie. Dans le cas d'autres maladies, comme par exemple le sida, ou comme pendant les années 80, ou pour le cancer, comme ça arrive aujourd'hui, les patients avec les familles ont toujours en fait mené la lutte pour plus de recherche. Ils ont mis la pression sur les gouvernements, sur les industries pharmaceutiques, ils ont mis même la pression sur les chercheurs. Mais les malades d'Alzheimer ne sont pas capables de se faire entendre. Les familles qui sont, comme je vous ai dit, un peu les victimes cachées, le rôle de l'aidant en 2020 a montré en fait cette faiblesse, sont souvent trop épuisés pour défendre les causes. Alors, toutes personnes qui ont un cerveau sont à risque. Moi, j'ai un cerveau, je suis à risque. Vous avez un cerveau, vous êtes à risque. Et aujourd'hui, il y a 40 millions dans le monde de sujets qui sont à risque de maladie d'Alzheimer, qui ont la maladie d'Alzheimer. Et ces gens-là ne sont pas en mesure de demander le changement dont ils ont besoin. C'est pour ça que je vous demande de l'aider à s'exprimer et de l'aider en exigeant un traitement maintenant. Cela dépend vraiment de vous.
La grande nouvelle de cette année, que c'est vraiment la nouvelle qui avait été déjà annoncée en octobre dernier, l'aducanumab, c'est une molécule qui s'est montrée très prometteuse. En fait, on a la possibilité avec cette molécule de faire disparaître l'amyloïde du cerveau. Ça a été clairement montré dans un sous-groupe du sujet qui recevait une dose de 10 mg par kilo. Et en fait, vous voyez la disparition après traitement de ces lésions amyloïdes. Mais en même temps, ce qui est la chose que moi je juge la plus intéressante, vous avez même une stabilisation, dans certains cas, une petite régression des symptômes. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux typologies de traitements. Soit les traitements qui ne marchaient pas, par exemple, le traitement visait à éliminer l'amyloïde restait toujours là, soit des traitements qui éliminaient la lésion pathologique, mais sans aucune amélioration chez le patient. Et vous comprenez que si j'enlève l'amyloïde du cerveau d'un patient, mais que le patient n'améliore pas, mon traitement il n'est pas bon. Oui, en théorie, ça peut apparaître à tout âge, mais il faut bien dire que les débuts avant l'âge de 40 ans sont très souvent liés à des pathologies génétiques, ça veut dire à des mutations qui se transmettent au sein de la famille. Par contre, la maladie dite sporadique, ça veut dire non génétique, non liée en fait à des mutations connues au sein de la famille, normalement elle débute dans une fourchette d'âge qui est très ample. Entre les 50 et les 60 ans plus rarement, après les 60 ans plus souvent. Et non, je ne crois pas qu'on détecte plus de sujets jeunes. Je crois que, si vous voulez, à chaque fois, moi je le propose toujours le modèle de la première patiente d'Alzheimer, Auguste Dexter. Et elle était très jeune, hein, elle n'avait même pas 60 ans quand elle a été vue par, je crois qu'elle avait autour de 52, 53 ans quand elle a été vue pour la première fois par le docteur Alzheimer. Et du coup, c'est presque un paradoxe. On considère que c'est une maladie du sujet âgé. C'est vrai parce que le gros pourcentage de malades se place après les 70 ans, mais c'est vrai aussi que la première patiente décrite était une patiente jeune, ce qui fait qu'en fait, après des décades, je dirais après plus que ça fait 114 ans en fait que la maladie a été découverte grâce à cette patiente, on recommence à réexplorer le spectre du sujet jeune. Et du coup, je crois que tout simplement, on est devenu meilleur dans la détection. On sensibilise plus le public, les médecins traitants sont plus alertés. Et surtout, les formes atypiques qui ne touchent pas la mémoire sont maintenant souvent adressées rapidement au neurologue expert, chose qui ne se vérifiait pas il y a 10 ans, où les formes, par exemple, visuelles traînaient 4, 5, 6 ans avant de trouver un neurologue qui s'occupait d'eux. Oui, tout à fait. Tout à fait. La dépression, soit comme état prémorbide, évidemment c'est un facteur de risque comme je l'ai déjà dit, soit comme comorbidité au moment du diagnostic, ce qui est presque considéré une réaction normale, et après évidemment une dépression qui s'installe après, réduit, si vous voulez, la collaborativité, la collaboration du patient à toute piste de prise en charge possible. Un patient déprimé est un patient qui refuse l'orthophonie, qui refuse la mise en place d'aide au domicile, qui refuse d'aller au centre d'accueil, qui refuse de participer à des protocoles thérapeutiques. Oui, du coup la dépression sûrement, et les AVC aussi. Parce que les AVC, imaginez qu'on est face à un cerveau vulnérable et très souvent déjà malade, et l'AVC, il intervient comme une grosse marche vers le bas, en gros. Du coup, normalement, nos patients sont très suivis aussi sur les aspects vasculaires, justement pour éviter ces superimpositions de maladies. Non, ça, c'est pas connu en littérature scientifique, mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse qu'on a pu cacher pour des années, parce qu'il faut imaginer que quand on parle, surtout dans l'Alzheimer du sujet âgé, nous on a une phase préclinique qui dure 20-25 ans. Du coup, pour un sujet qui tombe malade à 70 ans, la maladie est installée quand il avait 50 ans.
nous imaginons que l'événement tragique, qui ça peut être la perte de quelqu'un, un déménagement forcé, un traumatisme de nature, parfois même des discussions assez, disons, violentes avec des voisins, sont racontées comme des points de découverte de la maladie. À mon avis, c'est parce que la compensation qui s'est mise en place tout au long de la vie, elle est affaiblie par un événement que le sujet n'est pas capable de supporter, de compenser, auquel il n'est pas capable de faire face. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'événement, entre guillemets, stressant ou tragique qui déclenche la maladie. En fait, c'est comme si tu as quelque chose qui est bien couvert et il y a un événement qui commence à causer jusqu'à quand il y a quelque chose qui sort. On peut avoir ce qu'on appelle des comorbidités, pas avec le Parkinson, au moins pas dans des formes sporadiques qui sont les formes les plus diffuses, mais par exemple, on peut avoir une comorbidité avec un syndrome parkinsonien qui est la maladie à corps de Lévy. Surtout chez les sujets plus âgés, très souvent on a des comorbidités que nous, on apprécie très bien sur le plan clinique, mais qu'on commence à apprécier aussi sur le plan des examens paramédicaux. Par exemple, on remarque qu'après quelques années, le sujet commence à avoir aussi des symptômes de la série motrice. Du coup, on passe des examens comme le DAT-scan, on se rend compte qu'avec la ponction lombaire et les biomarqueurs positifs pour maladie d'Alzheimer, en plus, on a des signes qui suggèrent, par exemple, la coexistence avec une maladie à corps de Lévy. Alors, la plupart des médicaments qui sont en expérimentation ont des critères d'inclusion qui sont surtout liés au stade de la maladie. La tendance, c'est de ne pas prendre des sujets trop altérés. Par contre, tout autre médicament en cours, on les accepte. Du coup, si c'est ça pour l'expérimentation clinique, ça va être ça aussi dans la vie courante. Parce qu'en plus, nous, on a utilisé pour des années l'association entre antidépresseurs d'un côté et anticholinésterasiques de l'autre côté, c'est-à-dire les médicaments qu'on a eu à disposition jusqu'aujourd'hui, qui étaient sur le marché, qui ont été déremboursés par le gouvernement il y a 2 ans. Nous, on les couplait parce qu'il y avait des études qui montraient en fait que l'association entre ces médicaments, qui sont des médicaments, disons, anciens, si je peux dire comme ça, et les antidépresseurs était meilleure que l'anticholinésterasique seulement. Du coup, oui, non, la réponse est oui, il faut. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ravassar et je vais vous présenter les travaux que je mène à l'Institut du cerveau concernant les technologies innovantes pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est la première maladie neurodégénérative, environ 60 millions de cas dans le monde. Elle est caractérisée par une dégénérescence progressive qui affecte de nombreux types cellulaires du cerveau et je pense utile de vous rappeler que le cerveau est un organe qui est d'une grande complexité à la fois architecturale et fonctionnelle. Cette maladie est caractérisée aussi par des troubles cognitifs qui vont évoluer et progresser vers une démence et de fait une très forte perte d'autonomie. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement curatif. La recherche pour les traitements pour la maladie d'Alzheimer vise à 3 objectifs, à la fois prévenir, retarder et guérir. Et pour cela, les axes de recherche sont multiples. Par exemple, une compréhension clinique approfondie de la pathologie, la recherche de biomarqueurs pour le diagnostic précoce et en particulier pour un diagnostic présymptomatique, mais aussi la compréhension des mécanismes fondamentaux qui vont conduire à la pathologie au niveau de l'organe, de la cellule et de la molécule. Et dans cette dernière situation, il est indispensable de pouvoir modéliser le mieux possible la pathologie Alzheimer. Si l'on se pose la question qu'est-ce qu'un modèle et qu'est-ce qu'on va attendre d'un modèle, on peut donner un certain nombre de pistes importantes. Premièrement, le modèle doit reproduire les traits caractéristiques de la pathologie.
Deuxièmement, le modèle doit permettre l'expérimentation. Par exemple, la possibilité sur ce modèle de pathologie de tester et de valider des hypothèses, la possibilité d'identifier des cibles thérapeutiques présentes dans ce modèle et aussi de cribler des molécules qui vont avoir un intérêt thérapeutique. Enfin, et ce dernier point est très très important, le modèle doit avoir une valeur prédictive, c'est-à-dire que les effets qui sont observés dans le modèle doivent pouvoir être transposés à l'homme. Pour mieux comprendre la situation des modèles actuels de la maladie, sur la maladie d'Alzheimer, il est important de faire un petit point sur les bases génétiques de la pathologie. On va distinguer deux grands types de malades. Des malades qui portent ce qu'on appelle des formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Et ces formes familiales vont être caractérisées par des mutations dans des protéines bien particulières qui vont être directement la cause de la pathologie. Donc ces formes sont extrêmement rares dans la population, moins de 1%, mais le porteur de cette mutation va développer la pathologie. Pour les autres formes qui représentent la majorité des formes d'Alzheimer, on va parler de cas sporadiques. Et dans ces cas sporadiques, on va retrouver dans la population générale des variants génétiques plus ou moins fréquents qui vont affecter le risque de développer la pathologie. Donc, par exemple, si on prend l'apolipoprotéine E, le variant 4 de l'apolipoprotéine E, à l'état homozygote dans la population, sa fréquence est faible, mais les porteurs de ce variant-là, 4, vont avoir 15 fois plus de chances de développer la pathologie. Pour ces formes sporadiques, la cause de la pathologie est inconnue, mais il existe des variants génétiques qui vont prédisposer ou favoriser l'apparition de cette pathologie. Avec les formes familiales, on comprend assez facilement qu'on va pouvoir générer des modèles. En effet, on a des mutations dans des gènes particuliers qui vont être responsables directement de la pathologie. Donc, si dans un modèle animal, par exemple chez la souris, on introduit ces variants particuliers qui sont responsables de la pathologie, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des modèles de forme familiale. Dans ces modèles qui existent, on reproduit les traits caractéristiques de la pathologie, un des critères d'un bon modèle, par exemple l'agrégation de la protéine bêta, la fibrillation de la protéine tau et de la neurodégénérescence, donc la disparition de neurones. On est aussi capable dans ces modèles-là de mesurer des déficits cognitifs et aussi de valider in vivo un certain nombre de molécules d'intérêt pharmacologique. La limitation principale de ces modèles aujourd'hui réside dans le fait que dans ces modèles, les molécules qui ont été démontrées comme actives n'ont pas d'effet, ne sont pas efficaces chez l'homme. Il y a besoin donc d'autres modèles et on peut espérer qu'en développant des modèles humains, c'est-à-dire spécifiques à l'espèce humaine, on soit capable d'avoir une meilleure prédiction, une plus grande facilité de transposer les résultats de ces modèles vers la clinique chez l'homme. Ces modèles seront nécessairement des modèles cellulaires et permettront, par exemple, d'avoir accès aux formes sporadiques et familiales de la pathologie, de produire des systèmes complexes qui vont mimer des régions spécifiques du cerveau, et je vais vous expliquer de quoi il en retourne, et de reproduire effectivement des traits caractéristiques de la pathologie, les mêmes que ceux qu'on reproduisait déjà dans les modèles de souris. Il est clair qu'avec ces modèles, qui vont être des modèles in vitro, nous n'aurons pas accès aux fonctions cognitives associées à la pathologie. Donc le développement de ces modèles humains a fait des progrès énormes ces dernières années, principalement grâce à deux grandes découvertes. La découverte la plus emblématique est celle réalisée par le professeur Shinya Yamanaka en 2006, où il a pu montrer qu'en prenant des cellules, par exemple des fibroblastes de peau humaine, donc des cellules facilement prélevables chez un patient, qui sont parfaitement différenciées, donc ont une identité de fibroblastes bien particulière, qu'en rajoutant à ces cellules-là 4 facteurs qu'on appelle des facteurs de reprogrammation, on peut entièrement reprogrammer ces cellules et récupérer des cellules souches qu'on appelle cellules souches pluripotentes induites. En d'autres termes, on peut imaginer que ces facteurs de reprogrammation ont un effet de recette complet des programmes mis en place dans les fibroblastes
pour retrouver un état de base de cellules souches qui ont la capacité de générer toutes les autres cellules de l'organisme. De plus, ces cellules, on peut les amplifier et les conserver de façon presque indéfinie. Enfin, il est important de noter que ces cellules peuvent être dérivées à partir de n'importe quel individu. Des individus sains, mais des patients, et par exemple des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Sur cette diapositive extrêmement compliquée, que je vais décrire très rapidement, vous pouvez voir que, suivant les conditions de culture établies, on peut, à partir de ces cellules iPS, générer toutes les cellules différenciées de l'organisme, que ce soit des cellules du cœur, du cerveau, du sang, etc., etc. La deuxième grande découverte importante, cette fois-ci plus récente, en 2013, a été réalisée par Madeleine Lancaster, qui a montré qu'en prenant ces cellules iPS et en les laissant s'agréger en démarrage de culture, on est capable de générer des petits organoïdes, des petits organes qui vont pousser en 3 dimensions et qui vont récapituler la différenciation du cerveau. Et au bout de quelques mois en culture, retrouver dans ces organoïdes les différentes structures qu'on retrouve dans le cerveau. Évidemment, ces organoïdes, qu'on appelle aussi des mini-cerveaux, sont extrêmement différents d'un cerveau réel. Déjà, leur taille, ils font quelques millimètres de diamètre, et ils ne reçoivent aucune information extérieure sensorielle, et ils n'ont aucune information de sortie à transmettre, ce qui est extrêmement différent par rapport à un vrai cerveau humain. De plus, les régions qui se développent à l'intérieur de ces mini-cerveaux vont ressembler aux différentes régions retrouvées dans le cerveau, mais leur proportion et leur taille va être extrêmement variable. Un peu plus récemment, ce modèle a été adapté pour pouvoir générer des régions beaucoup plus mieux définies du système nerveux, et ce, en modulant les conditions de culture impliquant la formation de ces organoïdes. Et pour comprendre comment ces conditions de culture peuvent être modulées, je vais vous faire 2 petits rappels, ou plutôt exposés, sur le développement embryonnaire du système nerveux. Donc, si l'on part d'un embryon extrêmement précoce, dans sa couche externe de cellules, dans sa région dorsale qui est de part et d'autre de la ligne médiane, on va se définir un territoire qui va contenir les précurseurs du système nerveux. Ce territoire s'appelle la plaque neurale. Au cours du développement embryonnaire, cette plaque va se modifier pour finalement donner la naissance d'un tube qu'on appelle le tube neural, dans lequel tous les progéniteurs du système nerveux central vont être contenus. Ce tube neural, il s'étend de l'avant à l'arrière de l'embryon, et la position sur l'axe avant-arrière de l'embryon va déterminer le devenir de ces progéniteurs nerveux. En effet, si vous êtes dans la région arrière, vous allez générer des neurones de la moelle épinière, et si vous êtes dans la partie la plus avant du tube neural, vous allez générer, par exemple, des régions du cortex. Donc, en culture, on peut mimer les molécules qu'on connaît parfaitement bien, qui vont déterminer la position sur l'axe avant-arrière de nos progéniteurs nerveux. Si on met les informations de l'avant, on va pouvoir faire des tubes neuraux qui auront les caractéristiques et les propriétés du cortex. Le deuxième point important, c'est qu'on va aussi intégrer des informations de position sur l'axe ventral dorsal dans ce tube neural. Il existe des facteurs qui diffusent ventralement et dorsalement et qui vont déterminer, suivant cet axe-là dans le tube neural, le devenir de chacune des populations de progéniteurs. Ainsi, pour générer une région corticale, il va falloir donner au milieu de culture une information « je suis à l'avant du tube » et « je suis dans la région dorsale du tube ». À partir du moment où on est capable en culture de recréer ces informations-là, on va pouvoir générer une région corticale. De plus, si l'on regarde comment se met en place les neurones dans le cortex, donc sur ce graphique compliqué, si on part en bas à droite,
vous êtes en bas à gauche, pardon, vous êtes dans la population, dans le tube neural, avec une identité avant et dorsale. Les progéniteurs nerveux se multiplient. Progressivement, ces progéniteurs nerveux vont se différencier et migrer pour former un certain nombre de couches contenant différents neurones. La plupart des neurones qui sont générés à partir de cette région-là sont des neurones de type excitateur, à savoir qu'ils utilisent un mode de communication qui leur permet d'activer les neurones avec qui ils sont en contact. Le deuxième point important, c'est que pour former le cortex et ses différentes couches, on va avoir l'apport de cellules qui viennent d'un autre territoire. Et on va avoir la migration de ces interneurones qui vont, eux, venir de la région ventrale du cerveau antérieur. Donc l'avant, mais ventral. Et cette région-là va générer des neurones qui vont migrer dans le cortex et permettre sa morphogénèse. Ces neurones-là sont massivement inhibiteurs. Donc, quand ils font des contacts, ils vont inhiber l'activité des neurones qu'ils contactent. Et c'est cette balance inhibiteur-excitateur qui va contrôler l'activité de la structure. Donc, dans notre stratégie, dans notre projet, nous avons mis en place la différenciation de ces deux régions. D'abord, la région dorsale du cerveau antérieur, pour donner les neurones excitateurs du cortex, et la région ventrale du cerveau antérieur, pour donner les neurones inhibiteurs qui vont migrer dans le cortex. On va fabriquer ces deux organoïdes séparément, en donnant les bonnes informations, avant dorsale ou avant ventrale, et on va, au bout d'un certain temps en culture, les assembler ensemble pour permettre la migration des cellules. Nous avons utilisé comme cellules IPS pour ce projet des cellules IPS issues d'individus sains, des cellules IPS issues de patients Alzheimer portant des formes familiales de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des mutations ponctuelles qui conduisent directement à la pathologie. Et nous avons aussi, en utilisant la technologie des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, modifié ces mutations ponctuelles pour rétablir la copie normale du génome et fait ce qu'on appelle des lignées isogéniques corrigées qui ressembleraient à des lignées de patients sains. Sur la base de toutes ces lignées, nous avons donc généré ces organoïdes, et ici vous voyez des images de deux de ces lignées avec leurs lignées isogéniques, où vous pouvez voir les deux boules assemblées, une correspondant à la région dorsale du cerveau antérieur, l'autre à la région ventrale du cerveau intérieur. Si on regarde ce qui se passe maintenant en termes de différenciation, on va faire la même chose que ce qu'on observe chez l'embryon, c'est-à-dire la génération de tubes. Sauf qu'au lieu d'avoir un seul tube et un seul cerveau, dans l'organoïde, vous allez voir l'apparition de ces rosettes, qui sont en fait des tubes qui ont été coupés pour leur visualisation. Donc, ces tubes sont composés de cellules qui sont des progéniteurs nerveux, qu'on voit ici en vert, qui expriment un marqueur qui s'appelle SOX2. Ce sont les progéniteurs nerveux. Et ces progéniteurs nerveux, au début de différenciation, vont commencer à produire des neurones que l'on peut visualiser ici en bleu, autour et à l'extérieur de ces tubes. Donc, les progéniteurs sont présents, se différencient, les neurones migrent à l'extérieur de la zone des progéniteurs et commencent à coloniser l'espace autour des tubes. Si on regarde un peu plus en détail et un peu plus tardivement, on peut se rendre compte que, je vous ai dit que le cortex était organisé en couches, des couches profondes et des couches superficielles. Si on prend des marqueurs qui sont spécifiques des couches profondes et le marqueur des couches superficielles, on commence à observer une séparation de ces couches dans la différenciation de notre cortex in vitro dans nos organoïdes. De plus, si l'on regarde cette fois-ci l'assemblage, donc les organoïdes ventraux avec les organoïdes dorsaux, nous avons utilisé un petit artifice qui permet de rajouter des gènes fluorescents dans les ventraux et dans les dorsaux, deux couleurs différentes, un violet, un vert. Donc ici, les neurones dorsaux sont en violet, les neurones ventraux sont en vert, et vous pouvez voir qu'on trouve des régions dans nos organoïdes dans lesquelles les neurones excitateurs et inhibiteurs se sont déjà mélangés. Donc ils ont déjà migré pour former un ensemble qui commence à se structurer. Enfin, si on s'intéresse maintenant
au phénotype de nos organoïdes provenant de lignées de patients. Vous avez ici à gauche une lignée de patients avec la mutation sur le gène APP et la lignée corrigée à droite. Et vous pouvez voir qu'on commence à voir apparaître ici en blanc de l'accumulation de la protéine A-bêta anormale dans la lignée de patients et peu, voire très peu, dans la lignée contrôle. Si on regarde un peu plus tardivement dans la lignée de patients, on remarque que l'accumulation de la protéine A-bêta est de plus en plus importante. On retrouve aussi des formes anormales de la protéine Tau et, si vous le voyez, quelques petits points rouges dans la dernière partie de la diapo à droite où vous voyez des signes de dégénérescence, de mort cellulaire. Donc, en résumé, on peut dire qu'avec nos assemblages d'organoïdes corticaux, on est capable de générer des organoïdes de patients d'Alzheimer, avec des formes familiales, mais aussi sporadiques, et des organoïdes contrôle, individus sains, lignées isogéniques. Et que nos modèles reproduisent une structure complexe qui ressemble à la région corticale d'un cerveau humain, avec des traits qui sont caractéristiques de la pathologie dans les organoïdes issus des patients Alzheimer. Donc notre ambition sur ce projet est d'utiliser ce système-là tel qu'il est aujourd'hui, déjà comme plateforme de crible de médicaments. Peut-on tester des médicaments sur ces systèmes cellulaires pour valider et voir si on peut compenser un certain nombre de traits pathologiques qui sont déterminés. Dans un deuxième temps, nous voulons utiliser cette plateforme pour découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques. Pour cela, je vous ai dit qu'on était capable de colorier avec des marqueurs fluorescents les neurones inhibiteurs et excitateurs avec des couleurs différentes. Sur la base de ces couleurs-là, on est capable de trier les neurones, donc de dissocier tout l'organoïde et de récupérer individuellement chacun des neurones suivant leur couleur. Sur la base de ce tri, on va pouvoir établir la carte d'identité moléculaire de ces populations différentes, excitateurs et inhibiteurs qui se sont développés dans cet organoïde complexe. On va comparer ces cartes d'identité moléculaire entre les situations contrôle, les organoïdes contrôle et les organoïdes de patients, et on peut espérer ainsi définir, établir des marqueurs moléculaires qui vont être spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Et sur la base de ces marqueurs moléculaires spécifiques, établir de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc pour terminer, j'aimerais remercier Benjamin Gallet et Clément Daube, qui sont les personnes dans mon équipe à avoir effectué les expériences que je vous ai présentées, ainsi que l'ensemble des plateformes technologiques de l'ICM, et aussi le soutien pour le démarrage de ce projet de la Fondation MSD Avenir. Je vous remercie pour votre attention. Donc la notion de prédisposition et de risque génétique, elle est complexe. C'est-à-dire que ça joue sur des probabilités, donc on va dire des chances d'attraper la maladie, si on peut parler de cette manière-là. Les facteurs de risque, sur le graphique que je présentais, on voit de façon assez claire que plus ces variants sont rares, souvent, plus l'incidence sur le risque est importante. Donc les variants très rares ont généralement des facteurs de risque représentent des facteurs de risque plus importants, les variants plus fréquents des facteurs de risque plus faibles. Si on prend l'exemple de APOE4, donc on a 15 fois plus de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, ce qui veut dire que quelqu'un qui est porteur à état homozygote de APOE4 peut développer la maladie ou ne peut pas développer, et ne développera pas la maladie, comme quelqu'un qui n'est pas porteur de APOE4 pourra ou ne pas développer la maladie. Sur la moyenne globale d'espérance de vie, on estime que le variant APOE4 peut représenter jusqu'à 50% de risque de développer la pathologie. Le facteur de risque génétique, le variant génétique, c'est lui qui est héréditaire. Lui, on a un variant génétique à l'état hétérozygote ou homozygote et on va le transmettre à notre descendance. Et ce variant génétique, on l'aura reçu de nos ascendants. Donc c'est ces variants génétiques particuliers qui vont apporter un facteur de risque. Donc
le facteur de risque, il est héréditaire. Donc, ça ne marche pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que le grand-père avait la maladie d'Alzheimer, il avait par exemple aucun variant identifié comme étant des facteurs de risque, pourtant il a eu la maladie d'Alzheimer, il ne m'a donc rien transmis par rapport à ces variants-là, et moi je n'ai pas de risque accru d'attraper la maladie d'Alzheimer. Donc l'hérédité de la maladie et la transmission des variants de risque, ce n'est pas forcément corrélé. Effectivement, mon grand-père, il peut avoir une mutation rare qui a une autre incidence en termes de risque sur la maladie d'Alzheimer, et il va me l'avoir transmise, appris ou pas. Pour la dérivation des cellules iPS de patients ou d'individus sains, donc le don de cellules, donc c'est principalement des cellules de la peau, mais aussi des cellules sanguines. Donc c'est encadré juridiquement avec un consentement et une autorisation qui est donnée au laboratoire pour dériver ces lignées-là. Autorisation aussi pour les stocker et aussi autorisation pour pouvoir les partager avec d'autres laboratoires académiques. Deuxième point, c'est que pour ce qui est des organoïdes, clairement, les organoïdes cérébraux, c'est des structures tridimensionnelles dans lesquelles on arrive à mimer ou à répliquer une partie de la complexité retrouvée dans le cerveau. Donc, c'est immensément plus complexe, c'est immensément mieux connecté, plus mature, mieux organisé que ce qu'on savait faire avant sur des cultures simplement en 2D. Néanmoins, on reste très très loin d'un vrai cerveau pour plein de raisons. Je vous ai montré tout à l'heure le fait que dans le cortex, on retrouve 6 couches parfaitement organisées. Je ne vais pas montrer des photos, mais juste un petit schéma où c'est parfaitement organisé. Dans nos organoïdes, on retrouve des couches organisées, mais avec un niveau d'organisation qui est très en dessous de ce qu'on retrouve dans la réalité. C'est le premier point. Donc, ça ressemble, ça s'approche, mais c'est encore loin. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a aucune entrée dans ces organoïdes, c'est-à-dire que mon mini-cerveau, il ne reçoit aucune information de l'extérieur, pas de système sensoriel, pas d'interaction possible avec l'environnement, et mon mini-cerveau, il est effecteur sur rien, il n'a aucune sortie vers les organes, vers la locomotion, vers la parole, la vue, etc. etc. Donc on a une structure 3D qui ressemble. Toutefois, on a une fonction qui est de fait immensément amoindrie. Donc les considérations éthiques sur ces mini-cerveaux, aujourd'hui, elles sont plus de l'ordre de respecter les règles par rapport aux cellules iPS qui ont servi à les générer, que de l'ordre de s'imaginer qu'on va générer quelque chose dans la boîte qui va être un organisme sensible ou qui va être capable de penser. Bonjour à tous, je suis donc Stanley Durleman, je suis chef d'équipe ici à l'ICM, une équipe qui est dédiée au développement d'algorithmes à base de mathématiques et d'informatique. Donc une équipe, comme vous l'imaginez, qui est assez différente de l'ensemble des autres équipes, avec qui on travaille naturellement en étroite collaboration. Et ma thématique de recherche s'intéresse essentiellement à la modélisation des maladies neurodégénératives, Alzheimer bien sûr, la première d'entre elles, mais également Parkinson ou Huntington. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par un modèle numérique de progression de la maladie? On veut dire qu'on veut faire apprendre finalement à l'ordinateur à nous restituer les différents événements qui arrivent lorsqu'une personne développe une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Donc comme vous le savez, c'est des maladies qui s'étendent sur de très nombreuses années. Il y a de multiples signes radiologiques d'abord, qu'on peut voir par exemple à l'IRM ou dans d'autres modalités d'imagerie, qui montrent l'accumulation de protéines toxiques, qui montrent certains marqueurs d'atrophie, donc de perte de neurones dans le cerveau, qui conduisent in fine à l'apparition des troubles
neurologiques qu'on peut mesurer à l'examen clinique. Un ensemble donc d'événements dont on sait à gros grains la façon dont ils s'enchaînent, mais qui sont bien sûr spécifiques à chacun et qui ont un déroulé, une temporalité, un ordre qui peut être différent pour différents patients. Donc l'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre la façon dont tous ces événements s'enchaînent. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder des bases de données rétrospectives. On a suivi des patients dans le temps, à plusieurs instants, où on a différents examens radiologiques et cliniques. Et on va donc construire des programmes informatiques qui vont aller explorer l'ensemble de ces bases de données et le restituer sous la forme donc, de ce qu'on appelle un modèle numérique, c'est-à-dire une restitution de la façon dont une image IRM, typiquement, varie, évolue quand la maladie progresse, comment les différents signes cliniques deviennent de plus en plus manifestes au fur et à mesure que la maladie progresse. Donc notre travail au départ, essentiellement, c'est de concevoir ces méthodes informatiques, enfin des méthodes algorithmiques d'abord, et puis des algorithmes ensuite, et enfin utiliser ces algorithmes avec des bases de données de véritables patients. Et donc le résultat, par exemple, ou un résultat qu'on peut produire, c'est celui qu'on peut voir ici, où vous voyez, donc, quand la maladie d'Alzheimer progresse sur à peu près 30 ans d'âge, comment un ensemble de signes radiologiques et cliniques évolue. Donc là, en haut à droite, par exemple, on a des données qui sont issues de la tomographie par émission de positrons, avec un marqueur radioactif qui mesure la consommation du glucose dans le cerveau. Donc plus la couleur ici est marron-rouge, plus la consommation de glucose dans le cerveau est importante, et plus la couleur devient claire et tend vers le jaune, moins la consommation de glucose est importante. Et c'est un marqueur, par exemple, de la mort neuronale, parce que, évidemment, si à certaines régions, comme on le voit, préférentiellement, le glucose est moins consommé dans le cerveau, c'est que probablement il y a moins de neurones et moins d'activité dans cette région. C'est un des premiers signes qui apparaît ici. En haut à gauche, c'est donc la surface du cortex cérébral, et où on voit de nouveau l'épaisseur du cortex qui diminue en fonction de l'avancement de la maladie. Donc plus la couleur est rouge, plus le cortex est épais, tel qu'il est chez le jeune adulte, et puis plus la maladie progresse, plus cette couleur devient blanche, puis tire vers le bleu, qui indique donc un amincissement progressif du cortex. En bas à gauche, vous avez la forme d'une structure qui est logée au centre du cerveau, qui s'appelle l'hippocampe, qui est une structure extrêmement importante, notamment dans la mémoire. Et on voit que la forme de cette structure cérébrale change au cours du temps, ce qui est aussi un autre marqueur de l'atrophie. Donc sous l'effet de la perte et de la mort neuronale, les tissus vont se reconfigurer, vont se déformer, et c'est typiquement ici ce qu'on peut voir. Et l'ensemble de tout ça est synchronisé avec l'apparition des signes cliniques. Donc ici en jaune, vous avez la mémoire, puis le langage, la pratique, la concentration. Et donc vous voyez que plus la valeur est élevée, plus le score est dégradé, donc moins le sujet est capable de réaliser des tâches, par exemple de mémoire, par exemple de langage. Et donc on voit qu'un des tout premiers signes, effectivement, c'est pas surprenant, à devenir anormal, c'est la mémoire suivie d'autres fonctions cognitives. Et donc comme ça, on peut relier entre eux différents signes qu'on peut voir, donc, comme je disais, à l'examen radiologique ou à l'examen clinique, et donc restituer sur 30 ans comment la maladie évolue. Ce qui est assez remarquable, puisque au fond, on n'a jamais suivi de patients pendant aussi longtemps. On a utilisé des bases de données où on a suivi les patients pendant quelques années, mais chaque patient, en fait, était à un stade de progression différent. Il y avait des patients qui étaient très précoces, des stades beaucoup plus tardifs. Et nos programmes informatiques ont réussi, en fait, d'une certaine façon, à recoller tous ces morceaux de puzzle ensemble pour reconstituer ce qu'était la maladie sur d'aussi longues périodes de temps. D'une certaine manière, quand je montre ça, par exemple, à un neurologue, alors évidemment, il me dit, en gros, oui, ça correspond à l'idée que je m'en faisais, donc ce qui est déjà une mesure confirmatoire. Il reste qu'ici, c'est un degré de précision, évidemment, qui est très grand. Et surtout, les neurologues à qui je parle sont des neurologues qui sont extrêmement experts dans la maladie. Ce sont des gens qui l'étudient depuis de très nombreuses années, qui ont vu beaucoup de patients et qui ont réalisé cette représentation mentale dans leur propre cerveau. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait cette connaissance empirique qui appartient à un certain nombre, et on l'a extrait
d'une certaine manière, on l'a fait resynthétiser par un ordinateur, ce qui nous permet aujourd'hui d'abord de pouvoir la communiquer, parce que je suis capable de le décrire, je suis capable de le mesurer, et je suis capable aussi de transférer. C'est-à-dire qu'il est possible que dans d'autres centres hospitaliers, certains neurologues n'aient pas le loisir de pouvoir explorer autant les patients, ou des jeunes praticiens en début de carrière n'aient pas autant d'expérience que les autres. Et donc on pense que déjà ces outils-là vont permettre de partager, finalement, de communiquer une connaissance qui est une connaissance plutôt empirique. Mais je dirais que ce n'est pas le seul but, c'est pas juste un but éducatif ou un but aussi qui peut être aussi intéressant dans le dialogue, d'ailleurs, qu'un neurologue peut avoir avec son patient, en essayant de montrer, de visualiser ce qui se passe. Il y a aussi une voie, je dirais, d'exploitation possible de ces résultats. Bon, je crois que là où on se dirige, c'est pas exactement là. Ce qu'on se dit maintenant, c'est que ce modèle, donc là, qui vous montre en gros comment la maladie progresse, on est capable de le personnaliser. C'est-à-dire que maintenant, là, c'est la connaissance acquise sur un grand nombre de cas qui ont été déjà vus. Maintenant, je m'imagine, je suis un neurologue et je vois un nouveau patient qui rentre dans mon cabinet. Ce que je suis capable de faire, c'est l'envoyer faire une IRM, éventuellement une tomographie, lui faire passer un ensemble de tests cliniques qui vont mesurer ses performances en mémoire, en concentration, etc., dans différentes fonctions cognitives ou comportementales. Et ce que je vais être capable de faire, c'est de rentrer ces données dans l'ordinateur et de comparer les données avec ce modèle. Et ce modèle, il n'est pas rigide, il n'est pas, je dirais, statique. Enfin, on va pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aimerais pouvoir arrêter. Je n'ai pas de commande. Donc il y a un certain nombre de paramètres ici. Donc une fois que je rentre les données du patient, que je vois à un moment donné en consultation, l'ordinateur sera capable de calculer un certain nombre de paramètres qui vont changer, par exemple, l'apparence de ce modèle. C'est-à-dire que tout le monde ne développe pas la maladie au même rythme, tout le monde ne la développe pas au même âge et de la même manière. Donc là, vous voyez par exemple que l'aspect des courbes a pu être changé, parce que ce que je vous ai montré comme étant, en gros, la progression typique d'un patient, ici, est personnalisé, puisque, par exemple, ce n'est pas forcément toujours la mémoire qui est la première fonction cognitive altérée dans la maladie d'Alzheimer. C'est vrai en moyenne, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai pour tous les patients de la même façon. Et donc, à un moment donné, je peux regarder, je dis, ben voilà, mon patient, aujourd'hui, il a, par exemple, 70 ans, je le vois en consultation, je personnalise le modèle, et du coup, je suis capable d'anticiper la façon dont sa maladie, pour lui, va progresser dans les 2, 3, 4 années qui viennent. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de mesurer, effectivement, l'erreur qu'on commettait en prédisant comment l'IRM du patient va évoluer dans 4 ans, comment ses signes cliniques vont évoluer dans 4 ans, et on remarque qu'on a des erreurs qui sont relativement faibles, et donc qui nous permettent, sur 4 années durant, d'anticiper effectivement avec précision la façon dont la maladie va évoluer. Alors, encore une fois, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est bien de voir un patient et de lui dire, bah oui, bah, monsieur, en gros, de toute façon, bien malheureusement, la maladie ne fera qu'empirer. Donc, ce que je vous dis, vous le savez déjà. À quoi ça sert? Ça sert je pense, enfin, ça ne sert à rien aujourd'hui, essentiellement parce qu'il n'y a pas de traitement. S'il y avait un traitement, évidemment, on pourrait essayer d'utiliser ça pour déterminer comment et quand prescrire des médicaments. C'est là que je veux en venir. Donc, reprenons le point de départ. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, de médicaments qui permettent, comme on dit, de modifier justement cette trajectoire d'évolution, qu'on appelle les disease modifying, des traitements qui peuvent altérer la manière dont la maladie progresse, du moins l'enrayer. Pourquoi il n'y a pas de médicaments? Parce que on n'a pas réussi à prouver que les médicaments qu'on développait dans les laboratoires pharmaceutiques étaient efficaces. Ainsi, on n'a pas montré qu'ils étaient efficaces. De là, 2 hypothèses. Soit le médicament n'est pas efficace, parce qu'on ne cible pas le bon mécanisme de la maladie, parce que l'amyloïde, qui est essentiellement le mécanisme premier qui est ciblé aujourd'hui par la recherche pharmaceutique, n'est pas le mécanisme qui déclenche l'ensemble de la maladie. Une certaine partie de la communauté scientifique peut effectivement développer cette thèse. Une autre partie de la communauté scientifique dira quelque chose d'un peu différent, dira que c'est pas sûr encore, ces voies d'action sont peut-être les bonnes, mais que nous ne sommes pas capables
de traiter le bon patient au bon moment. Parce que vous voyez bien que la maladie étant extrêmement progressive, si vous traitez un patient trop tôt, la maladie évolue très peu. Donc même si le médicament est efficace, en fait, vous avez énormément de mal à montrer l'efficacité du médicament, puisque en gros, les signes cliniques restent très stables, et donc vous ne voyez pas d'amélioration de l'état du patient, puisque l'état du patient de lui-même, déjà sans traitement, évolue de manière relativement stable. Si vous traitez trop tard, ça ne marche pas non plus. C'est ça qu'on a essentiellement le résultat, ou la leçon qu'on peut tirer des échecs des essais cliniques précédents, c'est qu'une fois que vous avez nettoyé les plaques amyloïdes dans le cerveau, mais que la dégradation cognitive était déjà présente et manifeste, eh bien, ce n'est pas en supprimant la cause qu'on a réparé la conséquence. La conséquence est toujours présente, les troubles sont toujours là, on n'arrive pas à réparer les fonctions qui ont été altérées. Donc on voit qu'il y a un temps optimum dans l'histoire de la maladie où il est opportun de tester une intervention. C'est exactement au moment où il y a la maladie est suffisamment avancée pour que, par exemple, les lésions amyloïdes soient présentes de manière importante, mais juste avant que le déclin cognitif apparaisse. Et donc, si on veut avoir le cœur net et savoir si ces traitements sont ou non efficaces, il convient aujourd'hui d'être capable de cibler de manière très précise le moment dans la vie des patients où il va falloir intervenir et mettre toutes les chances de notre côté pour évaluer si le médicament est efficace ou non. Et donc vous comprenez que si maintenant on a un modèle qui nous permet d'anticiper la façon dont la maladie évolue dans les années à venir, alors justement notre outil va être utile pour déterminer ce moment optimum. Et que quand un neurologue va voir arriver un patient qui peut-être est à une phase extrêmement débutante de la maladie avec des signes extrêmement faibles et peut-être même très subjectifs, de lui dire « attendons un peu ». Et à l'inverse, quand un patient arrive peut-être avec un stade déjà très avancé de la maladie, il est peut-être trop tard, et donc de pouvoir repérer le patient au bon moment où il va falloir intervenir pour mesurer l'efficacité d'un médicament. Et donc c'est tout l'objet de nos recherches actuelles, et donc on a déjà noué des premiers partenariats avec l'entreprise pharmaceutique, notamment dans le domaine du Parkinson. On espère pouvoir également collaborer dans le domaine de l'Alzheimer pour aider les entreprises pharmaceutiques à designer des essais pharmaceutiques qui ont les chances maximales de succès en utilisant typiquement un outil d'aide à l'inclusion des patients dans les essais pour déterminer parmi les patients actuellement dans chaque centre lesquels il faut inclure aujourd'hui pour montrer l'efficacité du médicament. On peut maintenant se projeter dans l'avenir, soyons optimistes. Imaginons qu'ainsi on ait pu montrer enfin qu'une molécule était efficace et qu'elle permettait au moins de gagner certaines années avec des fonctions cognitives préservées. Eh bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances que le médicament soit mis sur le marché et donc que l'ensemble des patients pourront y participer et en bénéficier. Et donc, la question va devenir comment prescrire ce médicament dans la vie réelle, puisqu'on aura montré que ce médicament, en fait, pour efficace, il doit être prescrit au bon moment. Donc on aura, je pense, la nécessité d'aider les neurologues, et tous les neurologues, que ce soit hospitaliers ou libéraux, à pouvoir identifier de la même façon le meilleur moment pour traiter le patient, de façon à ce que le médicament puisse avoir l'effet maximum sur chaque patient. Et donc, ce qu'on imagine, c'est qu'à l'avenir, des outils comme le nôtre deviendront des sortes de logiciels compagnons qui vont servir d'aide à la prescription pour des médicaments qui seront mis sur le marché. Donc voilà en quelques minutes comment on passe d'une recherche un petit peu, j'allais presque dire un peu fondamentale en mathématiques et en informatique, et qui progressivement devient des outils numériques qui sont utiles, je dirais déjà pour eux-mêmes, qui permettent de synthétiser une forme de connaissance sur la maladie et leur trouver des usages ici pour le développement de médicaments et peut-être demain pour leur prescription. Je vous remercie de votre attention. Par exemple. Oui, donc dans le modèle, on peut inclure
je dirais, on peut être extrêmement inclusif. Donc on prend en compte évidemment donc, les examens neuropsychologiques, également les marqueurs donc, du liquide céphalorachidien, donc les dosages notamment de la protéine tau et de la protéine amyloïde, et des marqueurs extraits de l'imagerie, qui peuvent être soit extraits de la tomographie par émission de positrons, soit de l'IRM, ce qui inclut notamment effectivement l'atrophie hippocampique. Donc on prend en fait l'ensemble de ces signes en compte et on construit un modèle qui est le plus large possible. Pour que on comprend bien donc c'est des programmes informatiques qui vont aller récupérer l'information dans des bases de données, donc il est important que les bases de données contiennent cette information-là chez un suffisamment grand nombre de patients et de manière suffisamment répétée dans le temps. En général, il faut au minimum 3 visites, comme on dit, successives d'un patient pour pouvoir l'inclure dans les programmes et que l'estimation, la calibration de ces modèles se passe correctement. Donc, les principes algorithmiques et les programmes peuvent fonctionner, je dirais, avec autant de variables que possible, la limite étant plutôt la connaissance qu'on a, les observations passées qu'on a en fonction de ces marqueurs. Il y a clairement des voies très exploratoires qu'on aimerait bien explorer, qui sont tout ce qu'on appelle par exemple les données de capteurs, qui sont extrêmement à la mode aujourd'hui. Et moi, je suis assez persuadé que des changements comportementaux et cognitifs pourraient très bien être perçus par des changements d'habitude assez fins qu'on peut avoir sur la façon dont on marche, dont on se déplace, dont on répond au téléphone, dont on utilise un ordinateur ou un téléphone, etc. Et donc ça laisse un champ d'opportunité ici pour inclure dans ces modèles en fait, des signaux qui peuvent venir aussi éventuellement de capteurs, des données comportementales qui ont pu être observées de différentes manières. Reste qu'aujourd'hui, on n'a pas des corpus, des bases de données suffisamment étendues qui ont cette information de manière assez large pour les inclure aujourd'hui dans ces approches. Mais rien ne l'empêche a priori. Et on pourra voir du coup si, par exemple, c'est vrai que ces marqueurs qu'on pressent comme étant plus sensibles à des phases plus précoces c'est effectivement le cas par rapport aux marqueurs biologiques, par exemple, qu'on peut mesurer dans un examen clinique ou dans un examen biologique. Alors, pas à ma connaissance. Alors, il faudrait savoir ce qu'on appelle l'algorithme d'intelligence artificielle, parce que derrière ce nom, on peut mettre beaucoup de choses. Non, à ma connaissance, pas. Et je dirais que c'est pour la même bonne raison qui est l'absence de traitement rend la pratique clinique, en fait, avec très peu d'options, et rend les usages de ces outils, pour l'instant, peu clairs et peu définis. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre... Enfin, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. Et donc, nous, aujourd'hui, on essaye plutôt de regarder comment ces modèles peuvent être utiles pour la recherche pharmaceutique, d'abord, pour montrer l'efficacité des médicaments, et ensuite dans la pratique clinique. Je pense qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, dans ces maladies neurologiques pour lesquelles il y a très peu d'options thérapeutiques, c'est très difficile de trouver des cas d'usage pertinents au regard de la pratique médicale ou pour le patient aujourd'hui. Donc voilà, pour ça, je pense vraiment qu'il faut regarder loin dans l'avenir et imaginer un scénario en fait en 2 temps. Il faut d'abord aider l'industrie pharmaceutique à mettre des médicaments et ensuite regarder comment on peut aider à traiter le patient au bon moment et avec le bon traitement. Ce qui est différent évidemment d'approche comme dans le cancer où c'est tout à fait différent parce qu'effectivement il y a un ensemble d'options thérapeutiques et donc on peut déjà se poser la question de comment je personnalise le traitement en fonction de chaque typologie de patient. En neurologie, malheureusement, on en est, en comparaison, bien en retard. Oui, alors, pourquoi 4 ans d'ailleurs? Parce que, en fait, il faut qu'on puisse évaluer, du coup, les prédictions qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des patients dont on a les données qu'on ne regarde pas. On construit nos modèles sans eux, puis après on regarde le patient, on prend la première visite, on la compare au modèle, et le modèle nous dit, ben voilà, moi je pense que dans X années, la donnée ne sera plus celle-ci, elle sera différente, et après on va aller regarder ce qu'elle était effectivement mesurée. Et donc pour ça, il faut que j'ai des patients qui ont été suivis assez longtemps pour vérifier la prédiction qu'on fait, puisqu'on utilise de manière rétrospective. Et donc 4 ans, pourquoi 4 ans la durée maximum, en fait, où on a suffisamment de patients qui ont été suivis pendant au moins 4 ans pour valider
cette prédiction. J'en sais rien, du coup, à 10 ans, ce que valent nos prédictions, parce que je n'ai pas aujourd'hui suivi de patients. Je le serai dans 10 ans, si je commençais pour les patients d'aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi. Alors, jusqu'où on peut aller? Je pense, en toute honnêteté, que dans 10 ans, mes prédictions ne sont pas très bonnes. Parce qu'il y a plein... tous les modèles et toutes les approches ont forcément aussi leurs limites. Évidemment, plus on va loin dans le futur, plus l'erreur, en fait, devient grande. Donc ce qu'on a pu vérifier, c'est jusqu'à 4 ans, l'erreur est suffisamment faible pour être utilisable et pour être, en fait, ce qu'on appelle au niveau du bruit, c'est-à-dire que... c'est un peu technique, mais si, par exemple, je prends 2 IRM du même patient le même jour, c'est pas exactement la même image. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font que dans le processus d'acquisition de la donnée, parce que le patient a un peu bougé ou un peu moins bougé, la première acquisition ou la deuxième, en fait, les 2 images ne sont pas rigoureusement identiques. Donc, vous pouvez regarder la différence entre ces 2 images. Et l'erreur qu'on fait quand on prédit à 4 ans, elle est du même ordre de grandeur que la différence entre 2 images du même patient le même jour. Voilà. Donc, c'est dans ce sens où on dit qu'effectivement, notre prédiction est valide jusqu'à 4 ans. Elle est peut-être un peu plus loin, ça, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de le mesurer. Elle n'est certainement pas vraie à l'infini. Après, je ne suis pas sûr que ce soit forcément... extrêmement souhaitable d'avoir des prédictions très lointaines. Je ne pense pas que c'est ça qui va changer les usages qu'on peut faire de ces approches. Aujourd'hui, le frein n'est pas de se dire c'est 4 ans, et si j'en avais 5 ou 6 ou 10, ça serait beaucoup mieux et je verrais d'autres usages. Non. Un essai pharmaceutique dure... les plus longs que j'ai vus dans le modèle d'Alzheimer sont aujourd'hui, d'ailleurs, on a une tendance à allonger la durée des essais, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est 4 ans, la durée maximum d'un essai. Donc on est complètement dans la zone où ces modèles peuvent être utilisés. Et 4 ans, c'est vraiment exceptionnel. La plupart, jusqu'à présent, des essais se faisaient sur 18 mois, 2 ans. Donc en étant capable de prédire sur 4 ans, on est tout à fait dans les clous. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette conférence en ligne. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour une nouvelle conférence. Et je profite encore une fois de ce moment pour vous remercier sincèrement de votre engagement à nos côtés. À bientôt. Au revoir.